la fin du 19e siècle, l'Église catholique, qui avait toujours à cœur de protéger ses travailleurs catholiques, a senti le besoin d'occuper ce terrain. Et c'est ainsi qu'en 1891, le pape Léon XIII a publié une encyclique qui s'appelle Rerum Novarum, qui invitait les travailleurs à se donner des syndicats catholiques. À l'Université de Louvain, en Belgique, il y a eu des prêtres qui sont allés se former aux questions sociales, aux questions syndicales, dont Monseigneur Lapointe de Chicoutimi. Et en 1907, il fonde la Fédération mutuelle ouvrière du Nord, qui est le premier syndicat catholique québécois. Il y a plusieurs autres syndicats catholiques qui vont se créer un peu partout, à Trois-Rivières, à Québec aussi, beaucoup. Parallèlement à ces syndicats catholiques, il y a des syndicats dits nationaux, qui ne sont pas nécessairement des syndicats catholiques, mais qui refusent la mainmise des syndicats ouvriers américains sur le territoire québécois. Ces deux origines-là, catholiques et nationales, vont finir par avoir des pourparlers, des discussions entre eux, et ça va mener à la création de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada en 1921. Le premier congrès se tient à Hull. C'est finalement l'aboutissement d'une réaction au bolchevisme, on le sait comme ça qu'on l'appelait à l'époque, le bolchevisme soviétique. On se souvient qu'en 1917, il y a eu la révolution bolchevique, et au syndicalisme d'affaires américain qui était installé ici au Québec depuis déjà un certain nombre d'années. Cette fondation de la CTCC vient consacrer la volonté qu'on retrouvera dans les années 30, 40, 50 et même encore aujourd'hui, la volonté des travailleurs québécois d'avoir des syndicats qui parlent leur langue et qui leur ressemblent. C'est un thème récurrent qu'on va retrouver dans toute la suite de l'histoire de la CSN. J'ai milité jeune. On avait un vicaire dans paroisse qui était un ami de la famille chez nous qui venait régulièrement à la maison. Il venait veiller le soir, mais c'était sa plate avec le curé qui était plus vieux que lui, mettons que... Puis une fois, il me dit ça t'intéresserait-tu de fonder une section de la GOC à Saint-Ignace? Il m'a expliqué c'était quoi. Oui, on peut bien. Une couple de chambres, on va se mettre là-dessus. J'ai été président fondateur de la Jeunesse ouvrière catholique, section locale Saint-Ignace. Donc, j'ai été élevé dans un milieu chrétien, mais un milieu chrétien progressiste. Parce que les aumôniers qu'on avait en GOC, là, ils nous initiaient à la politique pas mal. Pour toutes sortes de raisons, on rencontrait des députés. On en rencontrait des fois, là, oh, c'était pas fort, hein? Tu dis, il est député pourtant, ce gars-là, là. Le mouvement chrétien nous a appris à s'ouvrir les yeux devant les vraies forces, devant les vraies capacités des politiciens. Puis au niveau de la CSN, c'était pareil, c'était fondé par des curés. Mais ces curés-là étaient progressistes. C'est des curés qui nous montraient les vraies valeurs du travail, les vraies notions du travail, l'expression par le travail, parce qu'on a le droit de s'exprimer par notre travail. Mais ils nous montraient ça. Monsieur Desranleau. En 1937, il a appuyé les grévistes, lui. Toute la ville de Sorel est en conflit. Toute la ville. Il n'y a personne à Sorel qui travaille. Les barbiers, les coiffeurs, tout le monde est en grève. Ça a commencé avec des débardeurs, ça s'est réparti partout dans la ville. Monsieur Desranleau disait, la lutte que nous menons est légitime. Il était contre les Simard. La famille Simard, Ludger Simard, puis Edouard Simard, puis Joe Simard. Il était contre eux autres. Il n'était pas contre eux autres, il était pour les ouvriers. Les aumôniers que j'ai connus, moi, à Joliette, le Pichette qui est devenu l'aumônier général de la CSN par après, c'est un gars de Joliette. Jean Marchand, c'était un ennemi pour ma famille. C'était un monstre. Et puis le aumônier général de Charles Pichette, c'était un prêtre communiste. Puis le cardinal Villeneuve était pour le dégommer bientôt. Parce que c'était un prêtre rouge. C'était comme ça que j'ai été élevé, c'est dans cette mentalité-là. On a eu des aumôniers à la CSN jusqu'en 70. À Sorel, on a eu un aumônier au Conseil central jusqu'en 76. Mais après l'Union, il y a Cournoyer, l'abbé Cournoyer qui était l'aumônier. Il restait avec nous autres, il prenait une bière avec nous autres. Là. On trouvait ça le fun. Il parlait comme nous autres. Puis de temps en temps, il s'échappait, puis de temps en temps, il savait dire « Calice, arrête ». Il nous le disait comme ça. Il existait des postes d'aumônier dans tous les conseils centraux de la CSN. Il en existait aussi probablement dans les fédérations. Mais dans les conseils centraux, ça, c'est sûr. Et le Conseil central de Montréal était l'instigateur pour l'abolition du poste d'aumônier. Quand j'ai été élu pour la première fois au Conseil central de Montréal, c'était en mai 68. J'ai été élu un des vice-présidents. Et à la première réunion du comité exécutif, je demande au président l'ordre du jour, il dit « On n'en a pas. » Ah,
Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, on attend l'aumônier. Ah bon? C'est l'aumônier qui fait l'heure du jour. Il dit, oui. Ah bon? Un peu plus tard, en 69, je dis à Chartrand, qui était président, j'ai dit, écoute, Michel, il faudrait revoir les statuts et règlements du Conseil central. Personne n'est intéressé, les statuts et règlements. Tout le monde trouve ça ennuyant. Je vais embarquer là-dessus, moi. Avec Jacques Couvrette, qui était le permanent attaché au Conseil central. Alors, on se met à étudier tous les deux. On arrive à l'article aumônier. J'ai dit, Jacques, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, oh, je vois pas ce qu'on fait avec ça. Alors, on propose d'abolir le poste d'aumônier. Et notre congrès se tenait dans les locaux situés au-dessus du restaurant Butch Bouchard. Il n'y a pas d'atelier qui étudie notre rapport. Les gens trouvent ça trop ennuyant. En plénière, Chartrand arrive. Il dit, rapport du comité des statuts et règlements. Il dit, écoutez, pour qu'on procède plus rapidement, vous amène les propositions du comité. Si vous êtes d'accord, on réglera ça avec une résolution englobant le tout à la fin. Alors, Chartrand commence article 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il arrive à l'article 20. Aumônier, proposition du comité abolition du poste. Commentaire, pas de commentaire. Et dans la salle, il y avait l'aumônier qui s'appelait Jacques Bissonnette. Il est descendu rapidement au bar en bas. Il a commandé un double cognac. Il a perdu sa job au Conseil central.